Please be seated. Veuillez s'asseoir. Good afternoon. Le président, rebonjour à tous. Cette séance sera consacrée à la défense. Elle va pouvoir poursuivre ses plaidoiries. Maître Bourgon, vous avez donc la parole. Maître Bourgon, merci, Monsieur le Président. Lorsque nous sommes partis déjeuner, je vous suggérais quels étaient les éléments de preuve sur lesquels il fallait se pencher pour déterminer qu'il n'y avait pas eu de politique. Il n'y avait pas de politique visant à attaquer la population civile. Alors maintenant, je vais passer en revue les éléments de preuve qui portent sur l'EPC, sur l'UPC-RP et sur le FPLC. Donc, il faut quand même connaître le contexte dans lequel le mouvement politique de l'EPC a été créé. Créé donc en septembre 2000, alors que le RCD-KML était au pouvoir. Il y avait un conflit ethnique en cours depuis 1999. Et on peut dire que ce conflit opposait des membres de la communauté Lendu aux membres de la communauté Emma, pour des raisons assez proches de ce qui s'est passé au Rwanda. Mais la situation étant plus complexe quand même parce qu'il y avait un grand nombre d'autres groupes ethniques impliqués. Donc, au sein de la population, il y avait des actes de violence entre villages, villages appartenant à différentes communautés. Alors l'APC, c'est-à-dire la branche armée du RPC-KML, a essayé de mettre un terme au conflit lorsqu'ils sont arrivés à Bunia. Donc au début, ils étaient impartiaux et leurs intentions étaient pacifiques. Mais quand on voit des éléments de preuve, à partir de 2000, le RCD-KML n'a pas réussi à arrêter les violences entre civils, de civil à civil, et au pire, le RCD-KML avait tendance en fait à prendre le parti d'une communauté par rapport à l'autre, la communauté Lendu. Et de ce fait, dans ce contexte, en septembre 2000, on a créé l'UPC. Donc il y a un document fondateur qui explique et qui mentionne bien qu'il n'y a aucune politique visant à attaquer les populations civiles. Dans ce document, dans son article 5, il est stipulé que le but de l'UPC en tant que mouvement politique est de mettre un terme à l'exclusion et à l'intolérance pour réhabiliter le peuple dans ses droits inaliénables. Article 6, ensuite, il était clair que tout Congolais, sans distinction de sexe, de race, d'ethnie, de religion, d'opinion, est membre de l'UPC ou peut être membre de l'UPC. C'est important. Passons maintenant à 2002, 17 avril. C'est encore un document important. En anglais, on dit qu'il s'agit d'une déclaration des notables. Managerial staff, c'est ainsi qu'a été traduit notable en français, enfin en anglais. Alors les notables, moi je ne suis pas d'accord avec cette traduction parce que les notables, ce sont des personnes qui sont notables et qui ne sont pas dans le RCD-KML et qui comprenaient non seulement des Emma, mais aussi des membres d'autres groupes ethniques. Bien sûr, ce n'est pas un document de l'UPC en tant que tel. Mais quand on regarde les signatures sur ce document, on voit qu'il s'agit pour l'essentiel des mêmes personnes que ceux qui ont signé le document fondateur de l'UPC. Que s'est-il passé donc entre septembre 2000 et avril 2002?
Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Et surtout, la situation s'est détériorée. C'est pour ça que ce document est si important. Parce que on parle du concept du Kivu Holding, donc des personnes qui détiennent le Kivu, donc les notables, c'est toujours les gens du Kivu qui avaient les postes les plus importants plutôt que les Ituriens. C'était ça le problème. Et c'est pour ça que les notables de l'Ituri se plaignent. Ils considèrent que les notables du Kivu prennent les bons postes. Donc ce document n'a rien à voir avec le fait que l'on essaierait de chasser les non-originaires, qui est un concept avancé par l'accusation, selon quoi il y aurait un plan commun contre les non-originaires. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est un concept politique où les gens, en fait, veulent une autodétermination en Ituri, donc l'Ituri aux Ituriens. Et cela n'a rien à voir avec une politique visant des civils. Quand on regarde ce document de près, au paragraphe 5, on voit que les notables demandent aux soldats de rester calmes. Lorsqu'ils parlent de soldats, ils ne parlent pas des soldats de Thomas Lubanga, ils ne parlent pas des soldats Emma. Ils parlent de nos glorieux soldats du FAZ, FAC et de l'APC qui sont livrés à leur triste destin du fait des politiques discriminatoires du RCD KML, si on prend l'interprète. Voilà ce dont on parle dans ce document. Alors, les notables veulent que ce soit les Ituriens qui aient les postes dans l'administration. Mais quand ils parlent d'Ituriens, ils parlent de tous les Ituriens. Et c'est là que l'on le voit, le voit dans l'article 6. Il est écrit, et je cite, « Rassurons nos frères congolais et les expatriés habitants en Ituri de notre hospitalité légendaire et des garanties que nous leur assurons en matière de paix et de sécurité. » Donc ici, ça n'a rien à voir avec des violences envisagées contre les civils. Passons maintenant au document du 16 mai 2002. Suite à cette déclaration politique, un mouvement appelé FRP est créé, Front pour la réconciliation et la paix, document créé par ces mêmes notables d'Ituri. Ce mémorandum, tout comme le document précédent, ne mentionne absolument rien à propos d'une politique d'attaque systématique de civils. Thomas Lubanga n'est pas le chef du FRP à ce moment-là. En fait, tout ceci arrive peu de temps après la mort de Claude, la séparation de Bunia en deux parties et la réunion parrainée par l'Ouganda et à Kasese, dont il est fait référence de toute façon dans les éléments de preuve. Donc, voici ce qui est déclaré dans ce document. Pour parachever la réconciliation entre les Ituriens et concrétiser le dialogue avec Kinshasa en vue de la réunification du pays et de la réconciliation nationale. Donc, c'est un document qui se concentre sur les problèmes qui avaient été créés par Mboussa et le fait qu'il y a un besoin impérieux de réconciliation. Et en août 2002, vous le savez bien, Monsieur le Président, le mouvement politique de Lobodo étant le gouverneur et le commandant de secteur militaire de la région, vous savez qu'il a été chassé de Bunia par l'UPDF.
On sait parfaitement comment il a été chassé de Lupando. Les membres du FRP qui étaient présents à Bunia à l'époque, donc je parle des moments qui ont suivi le départ de Lupando, se sont rendus compte qu'il y avait un vide politique. Quand Lupando est parti, bien évidemment, il n'y avait plus personne au pouvoir. On a une vague référence au vice-gouverneur qui travaillait un peu avec les gens qui étaient restés. Mais comme nous l'avons vu dans les éléments de preuve, Thomas Lubanga n'était pas à Bunia. À l'époque, il était à Kinshasa. Et pourquoi donc? Parce qu'il était... le gouvernement central l'avait mis aux arrêts chez lui, avec d'autres membres du FRP, parce qu'ils auraient collaboré avec le gouvernement ougandais. Donc, dans ce document d'août 2002, il faut bien remarquer qu'il n'y a pas de politique au fin de commettre des attaques dirigées à la population civile. Cela l'établit bien. Et donc, quand on regarde la conclusion du document, donc août 2002, il est écrit « mise sur pied d'une structure » et dans quel but? Eh bien, pour la pacification et la restructuration effective de l'Ituri et pour pouvoir travailler avec Kinshasa. Donc, dans cette déclaration, il est établi qu'il faut qu'il y ait pacification ou reconstruction et certainement pas l'établissement d'une politique éventuelle visant à attaquer les civils. Alors maintenant, à peu près un mois après, Thomas Lubanga est rentré à Bunia avec le ministre Tumbalwaba, le ministre des Droits de l'Homme de la RDC. Lorsqu'ils sont arrivés à Bunia, le même jour, ils se sont adressés à la population. Et voici un extrait du discours de Thomas Lubanga ce jour-là. Donc le texte est en anglais, la traduction a été faite par la défense, mais nous allons plutôt écouter la vidéo. Ni ile juhudi ya kuungana katikati yetu ndio yenye tunapasha kufanya, lakini hatutakubali ya kwamba batu baendelee kuua watu katika ile teritwari yetu ya Ituri. Kila mtu iko na droit kwa maisha sawa mwenzake. Hivi wale wenye walipia saa zingine na ile mawazo ya kuua wajue sio wakati ya kuifanya, ni haya hatapata faida hata kidogo ndani. Thomas Lubanga. Thomas Lubanga, qui est ensuite devenu le président de l'UPC-RP, fait donc ce discours qui établit bien qu'il n'y a pas de politique au fin de attaquer systématiquement la population civile. Pas du tout. Dans son discours, il souhaite mettre terme aux attaques au cycle de violence et à protéger la population civile. Passons maintenant à l'UPC-RP, puisqu'on parlait jusqu'à présent de l'UPC uniquement. Mais maintenant, parlons de l'UPC-RP, qui est la branche politique qui gouvernait Bunia. Maintenant, voici le document portant nomination des membres de l'exécutif de l'UPC-RP. C'est un document fort pertinent, car il démontre bien que les membres de l'exécutif venaient de toutes les ethnies et travaillaient ensemble dans le but de mettre en place une structure administrative efficace. On voit bien que des secrétaires nationaux non EMA avaient un pouvoir qui leur était délégué par Thomas Lubanga au fin de faire tourner cette administration et de faire fonctionner cette administration. Alors, au vu de ces documents et d'autres documents, puisque maintenant nous allons parler des objectifs stratégiques de l'UPC-RP,
RP. Eh bien, c'était en fait les objectifs suivants. Et on le voit bien lorsque l'on étudie de près les éléments de preuve. D'abord, paix et réconciliation. Deuxièmement, mettre un terme au cycle de violence en Ituri. Troisièmement, garantir un dialogue efficace et franc avec Kinshasa. Quatrièmement, lutter contre l'intolérance et l'exclusion afin de réintégrer tous les Congolais et afin de restituer à tous les Congolais leurs droits. Ensuite, créer une administration et un gouvernement efficace et créer une armée nationale capable de protéger les personnes et l'intégrité territoriale de l'Ituri. L'accusation attache énormément d'importance au mot national, armée nationale. Alors, je demande au juge de se pencher là-dessus. Pourquoi dire national? Eh bien, c'est pour la même raison que lorsqu'ils ont que l'emploi du mot secrétaire national. Les ministres, c'est pour le gouvernement de Kinshasa et les secrétaires nationaux, c'est pour l'Ituri. Et là, l'armée nationale, c'était pour avoir une branche armée pour l'Ituri. Mais pourquoi donc? Eh bien, le chef Kalwa l'a expliqué très clairement. Il a expliqué cela lors d'un discours qu'il a fait un peu plus tard à Mandro. Maintenant, absence de politique de ce type en ce qui concerne la première attaque que l'on reproche à M. Ntaganda. Au début novembre, l'UPCRP a fait appel à son bras militaire, le FPLC, afin d'exécuter une opération à Mongwalu. D'après les ordres donnés à M. Ntaganda, voici les objectifs politiques de cette opération militaire. Premièrement, libérer la population de Mongwalu. Et au dossier, nous avons énormément d'éléments de preuve qui montrent bien que la population à Mongwalu était maltraitée. Majorité de la population qui était Lendu. Et ça, c'est ce que nous dit l'accusation. Et c'était donc l'un des buts de l'opération du FPLC à Mongwalu. Ensuite, deuxième but, essayer de repousser l'APC. Ça paraît évident. Ils ne voulaient pas que l'APC puisse marcher sur Bunia et maltraiter la population de Bunia. Parce qu'après la libération de Mongwalu, il est évident que les civils sont revenus habiter à Mongwalu et parmi ces civils, bien sûr, il y avait des Lendu. Maintenant, passons à décembre, la réunion d'Arwa. Le but, bien sûr, était de négocier avec les chefs Lendu. Et comme je l'ai déjà dit, la délégation de l'UPCRP était dirigée par une personne qui n'était pas un EMA, c'était un secrétaire national, Jaloum Jakombe, non EMA. Et là encore, cela montre qu'il y avait un désir de rencontrer les Lendu, de négocier avec les Lendu. Et on voit bien aussi que des mesures ont été prises afin de garantir la présence d'un chef Lendu lors de cette réunion. Voici les ordres donnés à Bosco Ntaganda et ensuite donnés par Bosco Ntaganda au FPLC pour s'assurer que tout ceci ait bel et bien lieu, sont essentiels et je vous demande, messieurs les juges, d'y attacher beaucoup d'importance. Passons maintenant au 1er janvier. L'UPCRP là, a organisé un événement à Bunia en invitant tout le monde. Les représentants de toutes les communautés et des secrétaires avec présence aussi de la MONUC, de l'UPDF, pour la prise de fonction du nouveau secrétaire national. Il y avait bien sûr des festivités aussi à la clé. Et Thomas Lubanga a fait un discours à cette occasion où il démontre l'absence de politique visant à commettre des attaques contre la moindre population civile. Au contraire, ce discours fait par Thomas Lubanga se concentre sur une seule chose,
il faut rassembler toutes les communautés pour qu'elles viennent toutes parler à la même table. Et il ne fait pas que parler. Les babines ont suivi les bottines. Enfin, en un mot, ils ont mis en pratique leur théorie. Et de ce fait, on en est arrivé à signer un accord de paix. Ensuite, janvier, l'UPCRP a lancé la commission Vérité, Paix et Réconciliation. J'en ai parlé longuement déjà. Ce qui est important, c'est que les membres même du CVPR n'avaient pas été choisis par l'UPCRP, mais avaient été choisis parmi leur propre communauté. Nous avons des documents qui montrent bien que ce n'est pas l'UPCRP qui a choisi les membres de cette commission. Ce qui, à nouveau, bat totalement en brèche toute suggestion qu'il y aurait existence d'une politique visant à attaquer les populations civiles. Ensuite, encore un événement essentiel, mais là, je vous demande à nouveau de regarder la vidéo, la réunion de pacification de Ngongo. 14 janvier, donc une délégation dirigée par 3 secrétaires nationaux non EMA ont pris part à des négociations avec des chefs du FNI Lendu à Ngongo. Donc encore une vidéo que je vous demande de regarder. Donc il y a Tinan Zabo qui est secrétaire national à la pacification et réconciliation et comme vous le savez bien sûr, mesdames, messieurs les juges, qui n'est pas EMA, ça vous le savez. Adui yetu sio Mulendu. Tusikilizane mzuri. Adui ya IPC haiko Mulendu. Adui ya IPC haiko Muhema. Adui ya IPC haiko kabila fulani. IPC haikujijenga kwa kupigania au kwa kupiganisha kabila fulani. Inafaa tusikilizane mzuri. Wale watu wako wanafanya confusion kuanza kusema ke IPC ilijijenga kwa kupiganisha Walendu kwa mfano. As mentioned, Comme je l'ai dit, suite à ces négociations, une deuxième route a été ouverte entre Lipri et Bunia et ainsi les civils ont pu retrouver leur liberté de circulation entre la ville et leur village. Donc cette vidéo, à nouveau, bat en brèche la suggestion selon laquelle l'UPC aurait mis sur pied une politique aux fins d'attaquer les populations civiles. La vérité, c'est tout le contraire en fait. Et le 23 janvier, maintenant, nous avons une réunion avec une délégation ougandaise à Bunia, dont le but était d'emmener Thomas Luganda en Ouganda. Parce que l'Ouganda était assez inquiet parce que d'après eux, l'UPCRD avançait trop bien. Mais c'est donc un événement qui a eu lieu en 2 parties. Thomas Lubanga voulait voir une délégation ougandaise, y compris le fils de Museveni, pour que cette délégation ougandaise comprenne bien quelle était l'opinion de la population en ce qui concerne la présence de l'UPDF à Bunia. Et les notables avaient voté le départ de l'UPDF. Et les notables, je le répète, n'étaient pas que des notables EMA, mais des notables venant de toutes les communautés. Et ensuite, dans la deuxième partie de la réunion, la population a très clairement exprimé le désir de voir partir l'UPDF. Et entre cet événement et là, il y a aussi le plan de Thomas Lubanga qui était de donner des armes aux combattants Lendu. Il voulait que l'UPDF parte, mais parte suite à une décision politique uniquement. Il voulait qu'il y ait négociation, collaboration avec les combattants Lendu pour s'assurer ensuite que l'UPDF puisse partir. Mais parce que l'UPDF, il est vrai, était une source de mécontentement et avait tendance à
créé beaucoup de violence contre la population. J'ai parlé du fils de Museveni, mais je me suis trompée. Il s'agit de son frère, Salim Saleh. C'était le général Salim Saleh qui faisait partie de cette délégation ougandaise. Maintenant, parlons de la visite à Goma du RCD, de la visite à Bunia, sans prendre l'interprète, du RCD Goma, ce qui est essentiel aussi. Donc, suite à la signature d'une alliance politique signée à Goma, du 6 au 8 février de l'année qui nous intéresse. Donc, il y a eu cette réunion, une visite de 4 personnes, l'arrivée de la délégation, discours public de Lubanga et d'une personne aussi qui est devenue leader du RCD Goma, signature de l'accord de paix, etc. Et nous avons ici une conférence de presse vidéo et vous avez Thomas Lubanga qui parle aux médias. La cérémonie qui a été faite hier, elle est très importante parce qu'elle a engagé toutes les communautés. Toutes les communautés. Si 2 personnes sur 5 d'une communauté n'ont pas signé, ça signifie que même ces 2-là n'engagent même pas cette communauté. Parce que déjà la majorité de cette communauté a signé avec nous. Donc c'est dire que nous n'avons pas de crainte, mais nous... Comme vous le voyez sur cette vidéo, M. Ntaganda a assisté à cette conférence de presse. Il a participé à toutes ces initiatives de paix avec Thomas Lubanga. Cet accord était un accord concret, une réalisation concrète et un succès. Dans cette vidéo, dans tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, il n'est absolument pas fait mention de la moindre politique visant à attaquer les civils. Au contraire, on voit bien quels sont les objectifs de l'UPC-RP, qui sont d'arriver à un accord avec toutes les communautés. Et ils arrivent à leur objectif, qui plus est. Ensuite, passons au 6 mars. Nous savons que l'UPC-RP a été chassé de Bunia. Thomas Lubanga est parti à Goma, ne laissant que quelques membres du PCRP sur place, en tout cas en ce qui concerne l'exécutif. Et à ce moment-là, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, on sait que beaucoup de gens ont quitté la ville. Ils sont partis parce qu'ils savaient que l'UPDF ne pourrait pas les protéger, ne pourrait pas assurer leur sécurité. Deuxièmement, la commission de pacification de l'Ituri a continué à travailler à ce moment-là, malgré le départ de l'UPC-RP. Ils ont quand même participé aux travaux de la commission et ont signé le document final de la commission de pacification de l'Ituri, CPI. Ce qui est important là, c'est qu'à ce moment-là, Bunia et ses environs sont devenus une zone no man's land où le FNI pouvait librement faire des incursions et se livrer à des attaques. Je me souviens par exemple de l'attaque sur Drodro, un massacre épouvantable. Un massacre épouvantable et d'une envergure bien plus importante que tout ce qui peut être reproché au EMA. Donc, beaucoup de personnes ont été tuées et je trouve ça très étrange que l'accusation et les représentants légaux des victimes veulent toujours faire endosser la faute à l'UPC-RP alors qu'un grand nombre de crimes ont été commis par l'autre partie. Et ici, je ne fais pas appel à une défense par Tukuokwe. Non, je vous demande juste de comprendre que la situation était fort complexe. Au début du mois de juin, Thomas Lubanga revient à Bunia et il prononce un discours pour la population et il parle de la question de la sécurité. Et dans ce discours, on ne trouve absolument rien qui
parlerait ou démontrerait qu'il serait question d'attaque directe contre la population civile, bien au contraire d'ailleurs. Il démontre les tentatives déployées par l'UPCRP pour essayer de restaurer la stabilité et la sécurité à Bunia. Et puis en dernier lieu, pour ce qui est de l'UPCRP, nous pouvons voir ce qui s'est passé pendant la période comprise entre le mois de juin et le mois de décembre 2003. Donc l'arrivée d'Artemis, le départ du FPLC de Bunia à la demande d'Artemis. De nombreuses attaques sont lancées par le FNI pendant cette période. Et que fait Thomas Lubanga? Il impose une certaine retenue aux soldats du FPLC. Alors une fois de plus, il y a un manque total de politique visant à attaquer la population civile. Et il faut savoir que même si dans les villages Emma ou dans les villages où il y a une majorité d'habitants Emma, ils sont victimes de massacres et d'attaques. Par exemple, je ne donnerai qu'un exemple, l'exemple de ce qui s'est passé à Nizi. Et je vais maintenant vous parler du FPLC. Alors, si nous prenons en considération toutes ces questions, je pense que la Chambre de première instance conviendra qu'il n'y a pas eu de politique visant une attaque ou des attaques contre une population civile. Alors, je vais assez rapidement étudier donc différents thèmes. Dans un premier temps, la formation des futurs membres du FPLC à Mandro. Alors, c'était une formation qui était assurée à Mandro à des fins de défense. La formation à Mandro a abouti à la création du FPLC. C'est sur quoi se fondait cette formation? Il s'agissait en fait de former les militaires pour qu'ils protègent justement les civils. Et cela émane des éléments de preuve, de la déposition de M. Taganda, mais pas seulement de sa déposition d'ailleurs. Cette formation a été effectuée conformément à une organisation militaire. Est-ce que cela est une erreur? Est-ce que cela est une faute? Absolument pas. C'est ce que c'est faire, M. Taganda, justement. M. Kisembo lui disait ce qu'il fallait qu'il fasse et il s'exécutait. Et les éléments de preuve démontrent que à Mandro, il n'y a absolument aucun indice permettant de conclure à une politique d'attaque contre la population civile. Qu'en est-il de la formation idéologique? Nous savons qu'il y avait une certaine idéologie qui était présente à Mandro. Et d'ailleurs, M. Bosco Taganda nous a expliqué quelle était cette idéologie. Mais il faut savoir en fait que lorsque Lompondo a été chassé en août 2002, il y a de nombreux anciens membres de l'APC qui ont rallié l'UPC. Et Bosco Taganda ainsi que Kisembo et les autres voulaient s'assurer, puisqu'il y avait des membres de l'APC qui se joignaient à eux, ils voulaient s'assurer que ces membres de l'APC qui avaient un peu perdu leur repère et qui commettaient des attaques contre la population civile pouvaient bénéficier de cette formation idéologique à Mandro. Voilà ce qui s'est passé véritablement. La création officielle du FPLC est un événement qui a son importance, car c'était la branche militaire officielle de l'UPC-RP. Donc il y a eu une nomination officielle par un organe gouvernemental civil de facto, nomination d'un chef d'état-major et de chefs d'état-major général adjoint. Alors il faut savoir que même si la structure était une structure d'une armée normale, il s'agissait toujours encore d'un groupe rebelle, d'un groupe qui n'avait pas de ressources. Mais l'intention consistait à créer, à mettre sur pied une bonne armée avec toute la chaîne de commandement. Et il faut savoir qu'il y a eu de nombreuses mesures qui ont été prises par le FPLC et l'UPCRP ensemble, conjointement. Quelles sont ces mesures, justement? Alors, l'idéologie du FPLC, la formation en matière d'armes lourdes. Si vous donnez une arme lourde, un B10 à quelqu'un qui ne sait absolument pas comment faire fonctionner cette arme, vous allez avoir un carnage, un véritable carnage. Donc, ils insistaient pour que ces personnes puissent bénéficier d'une formation
pour les armements, pour pouvoir les utiliser à bon escient. Et puis, ils ont obtenu des uniformes. Ça, c'est la base du droit humanitaire international pour pouvoir faire le distinguo entre la population civile et la population non civile. Si vous avez un uniforme, on peut faire la différence. Et cela signifie que vous avez confiance en vos soldats et vous savez que vos soldats vont opérer en exécutant les ordres et en respectant la chaîne de commandement. Il faut savoir ce qui s'est passé en matière de communication. Ils n'avaient absolument aucune ressource. Donc, ils ont dû aller trouver le témoin P243 pour obtenir une base VHF. Il fallait qu'ils se rendent chez un civil pour pouvoir parler à la radio lorsqu'il s'agissait de communication longue distance. Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient justement faire en sorte que la meilleure chaîne de commandement puisse exister, quelles que soient les circonstances. Et puis, nous avons l'échange des soldats. Parce qu'il était important d'obtenir les troupes de Jérôme, puisque le territoire, il y avait ce territoire qui était couvert par la branche militaire de l'UPC-RP, mais il était important d'élargir le territoire, il fallait pouvoir protéger la population, non pas seulement à Bunia, mais dans tous les autres secteurs. Et pour s'assurer que tout cela a été fait en bonne et due forme, eh bien, on disait, Jérôme, tu vas nous envoyer 300 de tes soldats d'une ethnie différente, et moi je vais t'en envoyer 300. Vous n'avez pas d'armes? Eh bien je vais t'envoyer les armes de mes soldats, et vous m'enverrez vos soldats sans armes. Et puis Bosco Ntaganda se déplaçait pour s'assurer que tout se passait en bonne et due forme. Et puis en dernier lieu, bien entendu, il faut ne pas oublier la directive qui a été émise, la directive de l'UPC-RP qui a été émise directement et pour les soldats. Alors il y a juste un revers de la médaille. Thomas Lubanga aurait dû s'adresser lui-même aux soldats, mais comme il l'a fait à Rwampara. Mais ce jour-là, où était-il? Je n'en sais rien, mais il a confié cette tâche au chef Kawa. Alors, nous avons déjà abordé la question de l'idéologie du FPLC, et cela a déjà été versé au dossier, donc je vais passer à autre chose. Parlons du discours du chef Kawa à Mandro. Nous en avons parlé à maintes reprises. Alors, je vais vous inviter, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, à écouter ce discours qui a été prononcé à Mandro. Wameteseka kwa kitu yote tunafanya, kwanza tunaangalia endelea ya mwananchi, security ya mwananchi na mali za kwake. Na hii jeshi hatupendi kuwa jeshi ya ukabila. Sisi hatuna lazima jeshi ya ukabila, kwani hii ukabila ndio iliharibu hata ilitia mauaji. Tunapenda mkuwe jeshi ya kuchunga kabila yote, ikuwe jeshi ya kuchunga wananchi na mali za kwao. Tunajua kama hali ni nguvu, lakini tunajaribu kuwasaidia na tutakuja pamoja na nyinyi. Na mimi nawaza hata president kwetu Thomas Lubanga kila mara iko pamoja na ninyi, ndio maana hata mnapata uniform, mnapata vifaa zote, na msiwazi kama tunaweza. Not necessary, Mr. President, to repeat that Alors, Monsieur le Président, il s'agit donc du chef Kawa qui prononce un discours destiné aux soldats, et ce sont les troupes qui ont participé aux opérations du FPLC avec Agnès. Il y a eu 2 tentatives à Mongwalo. Il faut savoir que dans son mémoire de clôture, l'accusation indique que ces 2 tentatives ont été séparées par une très longue période, ce qui n'est absolument pas le cas d'après les éléments de preuve qui ont été présentés. Et je vais passer maintenant aux attaques contextuelles telles qu'elles ont été présentées par l'accusation. Il y en a 6, 4 avant la première attaque qui est reprochée à l'accusé et 2 après la seconde attaque reprochée à l'accusé. Premièrement, l'accusation a présenté un scénario qui est tout à fait incomplet, absolument et complètement incomplet. Je ne sais pas si je peux juxtaposer ces 2 termes, mais je viens de le faire.
Parce que les attaques contextuelles, telles qu'elles sont présentées par l'accusation, ne nous permettent pas d'avoir un aperçu total de la situation. L'accusation, par exemple, ne s'est pas penchée sur ce qui s'est passé à Loga, d'après la déposition du témoin D17. Que s'est-il passé à Komanda? Je fais référence à la déposition de M. Taganda. Il y a eu également les combattants lindous qui ont attaqué Nyankoudé. Il y a eu, et c'est d'ailleurs lors de cette attaque que M. Kisambo a été blessé. Pas un mot non plus quant au sujet de Kandoyi et des autres opérations du FPLC dans le secteur opérationnel nord-est. Les opérations du FPLC ont été menées après la première attaque et avant la seconde attaque. L'attaque de l'UPDF contre le FPLC à la suite des combats du 6 mars 2003. Nous avons enjoint la troisième opération du FPLC à Mongwalu. Il faut savoir qu'aucun crime n'avait été commis par le FPLC. Il y a très peu d'éléments de preuve qui ont été présentés par l'accusation. Il faut savoir que à la suite de l'arrivée d'Artemis, le FPLC a fait preuve d'une certaine retenue en dépit des attaques multiples qui avaient été lancées par le FNI. Donc lorsque vous prenez en considération ces opérations, vous ne pouvez pas analyser ces 6 attaques contextuelles et dégager des conclusions sans vous intéresser à ces attaques. Il est important de ne pas oublier que le registre présenté ce matin vous permet de comprendre de façon exhaustive l'ensemble des opérations telles qu'elles se sont déroulées entre le 19 novembre et le 22 février. Car c'est dans ces registres que l'on peut comprendre qu'il y a absence de politique visant à la commission d'attaque. Pour ce qui est des 4 premières attaques, donc les attaques qui ont eu lieu avant la première attaque, l'accusation a présenté très peu d'éléments à ce sujet. Et je dirais que les éléments de preuve présentés par l'accusation sont tout à fait contredits par les éléments de preuve fiables présentés par la défense. Regardez le P31, le P14 et leur déposition, le P889 et le P888. Nous avançons que les éléments de preuve ne sont absolument pas fiables et c'est également le cas des éléments de preuve présentés par le témoin P907. Il est tout simplement impossible d'indiquer qu'il existait une politique du FPLC pour attaquer la population civile en prenant en considération les éléments de preuve présentés au sujet de ces attaques. L'accusation fait fi également de la déposition, du témoignage de M. Taganda, qui a expliqué ce qu'il a fait immédiatement après le départ de Lompodo, et il a expliqué que toutes les forces qui avaient été déployées, quelles avaient été les forces qui avaient été déployées. Pour ce qui est des 2 attaques contextuelles après la seconde attaque reprochée, une fois de plus, il y a très peu d'éléments à charge directe présentés. Et une fois de plus, les éléments de preuve présentés par l'accusation sont directement contredits par les éléments de preuve fiables de la défense. Le 6 mars, le FPLC attaque l'UPDF. Et je me souviens que la Chambre de première instance avait posé une question. Elle avait demandé à M. Taganda, mais qui a attaqué? M. Taganda a fourni une explication. Il n'a pas essayé de le nier ou de dire que l'UPDF avait attaqué. Il a dit c'est nous qui avons fait. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait faire face à l'UPDF en attaquant par surprise. Mais ils ont attaqué, mais il n'y a pas eu de crimes qui ont été commis. Si des crimes ont été commis ce jour-là, ce sont des crimes qui ont été commis par le FNI, comme les éléments de preuve le révèlent. Et à partir du départ de l'UPDF, le 6 mai 2003, donc là il s'agit de la deuxième, c'est le FNI qui a commis moult crimes, qui a lancé différentes attaques contre la population civile. Quelle fut la participation du FPLC? Il s'est contenté de libérer Bunia le 12 et le 13 mai. Donc on ne peut pas dire à partir de cela qu'il y avait une politique d'attaque de la population civile de la part du FPLC, même si l'on prend en considération ces 2 attaques individuellement ou ensemble. En guise de conclusion, Monsieur le Président, je vous dirais que si nous prenons en considération ce qui s'est passé à Manzro, nous prenons en considération
l'idéologie des anciens membres de l'APC. Nous prenons en considération la formation idéologique. Nous voyons qu'il y a de nombreuses mesures qui ont été prises pour faire en sorte, pour assurer que le FPLC respecte le droit, constitue une force militaire disciplinée. Nous prenons en considération toutes les nombreuses mesures qui ont été prises par M. Taganda. Et si nous voyons ce qui s'est passé en juin 2003, l'opération du FPLC à Mongoualou, aucun crime n'a été commis pendant cette attaque. Si nous prenons en considération la retenue dont a fait preuve le FPLC après l'arrivée de Artemis, lorsque nous prenons en considération tous ces éléments, il est absolument manifeste, Monsieur le Président, que ni l'UPC-RP ni le FPLC n'ont agi conformément à une politique visant la commission d'attaque contre la population civile. En conséquence, point n'est besoin de nous intéresser aux autres éléments essentiels qui s'inscrivent dans le cadre des crimes contre l'humanité, et M. Bosco Taganda doit être acquitté des chefs 1, 2, 3, 4, 10 et 12, sans oublier le chef numéro 5. Alors, il a été question un peu plus tôt de l'absence de politique visant des attaques contre la population. Il faut établir le lien avec le plan commun allégué. Comme cela a été fait dans l'affaire Mbarushimana, ce que nous avançons, c'est que puisqu'il y a absence de politique de la part de l'UPCRP ou du FPLC, politique de commission d'attaque contre la population civile, nous disons que cela contredit absolument l'allégation avancée par l'accusation suivant laquelle un plan commun existait, plan commun qui visait l'expulsion de la population non-EMA des Lindous et des non-originaires dans les secteurs dont s'étaient emparés l'UPC et le FPLC. Alors voilà ce qu'a dit la Chambre dans l'affaire Mbarushimana. La Chambre rappelle la conclusion dégagée dans le contexte de l'analyse des éléments contextuels des crimes contre l'humanité. En d'autres termes, au vu de l'analyse des éléments de preuve et de la globalité des éléments de preuve, la majorité n'est pas en mesure d'être convaincue du fait que le seuil des groupes substantiels ou qu'il y a eu une politique visant à attaquer la population civile. Cette conclusion est telle que la majorité est de l'avis que, compte tenu de l'analyse des éléments de preuve pris dans leur ensemble, il n'y a pas de motif important pour croire que la direction du FDLR a constitué un groupe de personnes agissant avec un but commun, un objectif commun, et ce, au sens de l'article 25.3d du statut, notamment compte tenu de l'exigence suivant laquelle l'objectif commun poursuivi par un groupe doit avoir au moins un élément de criminalité. Donc, pour conclure, Monsieur le Président, je dirais que ce que nous avançons, c'est que la même conclusion devra être dégagée par cette Chambre. Nous allons maintenant aborder les conséquences juridiques de l'absence d'un plan commun visant à expulser la population non-EMA du secteur. C'est mon confrère, maître Christopher Gosnell, qui va maintenant prendre la parole, à moins que vous n'ayez des questions à me poser. Le Président, non, je n'ai pas de questions pour le moment. Je vous remercie, maître Bourgon. Maître Bourgon, merci beaucoup. Je souhaiterais pouvoir avoir la main pour l'ordinateur qui se trouve à l'extérieur pour qu'il puisse faire fonctionner cet ordinateur. Le Président, Madame la greffière d'audience, je vous en prie. You do have the floor. Greffière d'audience, vous avez la parole. Maître Gosnell.
Merci, Monsieur le Président, et bonjour, Madame, Messieurs les juges. Avant de parler des éléments de preuve présentés par l'accusation eu égard aux enfants soldats, et comme l'a indiqué d'ores et déjà Maître Bourgon, je vais aborder trois questions juridiques. Trois questions juridiques qui, d'après nous, ont leur importance et vous permettront d'orienter votre analyse des éléments de preuve extrêmement nombreux, extrêmement complexes qui ont été présentés en l'espèce. Ces trois questions sont comme suit. Premièrement, la charge de la preuve. Deuxièmement, les constatations et conclusions qui sont nécessaires pour prononcer une déclaration de culpabilité en application pour la commission de crime en application de l'article 25.3a et la portée des charges qui vous permettra de prononcer une déclaration de culpabilité en application de l'article 74.2. Alors nous le savons tous pertinemment et point n'est besoin de le réitérer, mais dans une affaire pénale, il revient à l'accusation de prouver au-delà de tout doute raisonnable ce qu'elle avance. Et cette charge de la preuve est valable pour les différents éléments des crimes et des modes de responsabilité qui sont présentés. Alors lorsqu'il s'agit d'éléments de preuve indirects, il faut savoir que c'est à partir de ces faits indirects qu'il va falloir œuvrer. Et donc, on doit en fait dégager la seule déduction possible, ce qui signifie qu'une personne qui est probablement coupable ou qui pourrait être coupable devra être considérée comme non coupable par le droit. Ça, c'est la nature de ce système de justice pour assurer justement que personne ne soit accusé à tort et ne soit condamné à tort. Alors, sur l'écran qui se trouve devant vous, vous voyez la déclaration... Est-ce que nous pourrions... La déclaration sur le droit applicable. La norme est valable pour les faits qui correspondent aux éléments du crime et au mode de responsabilité de l'accusé. Et en l'espèce, cela inclut l'âge des enfants soldats allégués, cela inclut, il s'agit de savoir en fait si les enfants soldats ont été enrôlés, il s'agit de savoir également si un enfant soldat allégué a été utilisé, cela inclut également le fait de savoir s'il y a eu des attaques sur une grande échelle et systématique contre la population civile. Et cela prend en considération... Cela doit être pris en considération pour les différents crimes et les différents modes de responsabilité dont sont accusés M. Taganda. Et nous pensons qu'il ne faut pas l'oublier, cela. Et il est facile de l'oublier, justement. Surtout lorsque vous avez des écritures au sujet de la nature continue des crimes, le caractère collectif des crimes, le fait que les crimes ont été répétés. Vous avez également des facteurs temporels et géographiques qui sont prises en considération, mais il ne faut pas oublier que ce sont des normes qui doivent être respectées pour chacun des crimes reprochés. Alors, qu'est-ce que le doute raisonnable ? La réponse à cette question, pour répondre à cette question, c'est un peu comme si on vous demande de décrire la couleur bleue. Vous savez que c'est bleu, mais il est très difficile de le décrire par les mots. Et toutefois, il est quand même utile de prendre un peu de recul et de considérer le contexte assez peu ordinaire dans lequel vous œuvrez, vous allez devoir procéder à une évaluation parce que nous ne connaissons pas la société congolaise. Personne dans ce prétoire ne la connaît, personne ne parle la langue parlée par la plupart des témoins.
personne quasiment ne connaît la culture et les coutumes où vivent ces personnes pour pouvoir distinguer parfois quelque chose qui fait partie de la normalité et quelque chose qui est tout à fait ridicule. Et l'exercice qui vous est demandé maintenant, à vous, Madame, Messieurs les juges, est très très distant de la façon dont on juge dans un pays, dans les différents pays où vous avez un procès avec un jury composé de jurés, ces jurés vivant dans la communauté où les crimes ont été commis et qui sont les personnes les mieux placées justement pour pouvoir évaluer des éléments extrêmement complexes et des éléments extrêmement subtils tels que la crédibilité, la vraisemblance. Donc, il suffit tout simplement d'imaginer ce qui serait notre sort si nous étions accusés d'avoir commis un crime dans notre pays et ensuite on nous enlève à ce pays, on nous permet plus de parler notre langue maternelle et on nous traduit en justice devant un tribunal où personne ne parle notre langue et où nous ne parlons pas la langue de la plupart des témoins. Alors, imaginez tous les paramètres de contexte. Nous avons grandi dans une société dont nous parlons la langue, donc nous savons que le juge et les avocats d'ailleurs pourraient avoir certains gros problèmes pour pouvoir essayer de comprendre, de nous comprendre. Donc nous avons bien entendu toutefois en vous et nous savons que vous pouvez le faire parce que vous disposez d'une expérience collective dans ce cadre si unique que le cadre de la justice internationale. Et pourtant, au cours des 3 dernières années, je pense que vous avez certainement partagé parfois ma perplexité lors de dialogues avec certains témoins. Et lorsque moi, je savais, parfois je me disais, est-ce qu'il s'agit d'un mensonge invétéré, ou est-ce que s'il s'agit tout simplement d'un malentendu innocent, ou est-ce que ce qui est en train d'être relaté est tout à fait invraisemblable, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel que je ne peux absolument pas reconnaître et donc je n'ai absolument aucune empathie avec et est-ce que cela est tout à fait non conforme aux déclarations qui avaient été présentées? Alors bien entendu, mon but ne consiste pas à vous dire que en justice internationale, on doit toujours acquitter les gens et on doit en fait ne plus croire en la justice internationale. Je vous dis tout cela pour que nous n'oublions pas qu'il y a de nombreux inconnus dans un procès international, ce qui n'est pas le cas dans un procès national. Et ces inconnus, tous ces éléments inconnus, nous les avons eus dans ce procès en matière de plausibilité, lorsqu'un témoin relate quelque chose, lorsque l'on évalue les besoins, par exemple, ou les moyens d'une personne qui semble être en parfaite contradiction avec ce qu'ils avaient dit auparavant. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une erreur innocente? Lorsqu'on essaie d'évaluer dans quelle mesure est-ce qu'il est vraisemblable qu'il y a eu complicité ou coordination entre les témoins, quel poids accorder à l'appartenance ethnique des témoins, et lorsque nous prenons en considération la déposition, le témoignage de M. Taganda, il a été indiqué qu'il avait demandé beaucoup trop souvent des précisions et qu'il fallait en tirer les conclusions nécessaires. Alors, ce que nous avançons, c'est qu'il s'agit d'autant d'éléments inconnus. Et lorsque l'on essaie d'éliminer le doute raisonnable, il ne faut pas oublier qu'il y a tous ces éléments inconnus. Et ces éléments inconnus ont une incidence sur votre évaluation et sur un élément de votre raisonnement qui est absolument primordial pour votre analyse, à savoir quel type d'éléments de preuve vous attendez-vous à
avoir à entendre pour pouvoir prouver quelque chose au-delà de tout doute raisonnable. Moi, je n'ai jamais été un juge. J'ai travaillé avec beaucoup de juges, mais je suppose que cela est l'aboutissement d'une très très longue expérience de juge. Vous savez le type d'élément de preuve qui doit pouvoir être présenté. Vous savez quand un élément de preuve qui devrait être présenté n'est pas présenté. Et je suppose que lorsque des éléments de preuve ne sont pas présentés, à moins qu'il n'y ait une bonne explication pour l'expliquer, vous pouvez dégager vos conclusions à ce sujet. Monsieur le Président, en revanche, du côté de la défense, aucune charge. Vous le savez bien sûr, la seule charge que nous avons, c'est de montrer justement que la thèse de l'accusation est susceptible de doute raisonnable et donc que l'accusation n'a pas respecté sa charge, n'a pas réussi à prouver ce qu'elle devait prouver. C'est facile à dire, bien sûr, mais l'accusation a suffisamment critiqué la défense dans leurs paragraphes 42, 56, 71, par exemple, de leur mémoire en réponse, où ils critiquent la défense pour avoir trop utilisé les témoins de l'accusation qui auraient pu être envisagés comme n'étant pas fiables ou comme ne disant pas la vérité. Mais la défense a parfaitement le droit de le faire. Elle a le droit de le faire sans se justifier d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que le témoignage d'un témoin à charge qui n'est pas véridique ou qui n'est pas honnête et franc peut susciter un certain doute du côté du test de l'accusation. Et surtout quand l'accusation compte entièrement sur cette déposition. Ce n'est pas du tout la même chose lorsque l'accusation essaie en revanche de choisir parmi ses témoins quels éléments elle va choisir. Étant donné que c'est à eux que revient la charge de la preuve, c'est à eux de vous expliquer pourquoi vous devriez vous appuyer sur certains témoins et pas d'autres, ou certains témoins, sachant que ce sont des témoins de l'accusation et que l'accusation reconnaît d'elle-même qu'ils n'ont pas toujours été honnêtes. Il est vrai que l'accusation n'a pratiquement jamais eu recours à cela, l'accusation semble dire que chacun de ces témoins, même le P10, est un témoin honnête qui a dit la vérité, toute la vérité. Tous les témoins à charge présentés par l'accusation n'ont jamais été dénoncés comme étant malhonnêtes de la part par l'accusation elle-même. Alors, on ne peut pas renverser la charge de la preuve. Par exemple, l'accusation semble dire que l'anonymité des sources dans lesquelles s'est appuyé P315 au cours de son témoignage ne devrait pas être pris en compte parce que la défense n'a pas essayé d'obliger P315 à donner ces informations. Au paragraphe 38 de leur réponse, il est écrit que le fait qu'il n'y ait pas d'éléments de preuve dans les messages sur le logbook semble dire que la phonie de Ntaganda n'était pas branchée. Réponse paragraphe 106. Mais au paragraphe 59D, on a bien remarqué qu'en ce qui concerne P898, il avait bel et bien été enrôlé par le FPLC, mais on n'a pas noté qu'au paragraphe 579, il n'a pas été noté ce qu'il aurait vu. Ensuite, au paragraphe 179 de la mémoire en réponse de l'accusation, la défense a en effet concédé que 50 personnes mentionnées dans l'un des documents de P46 avaient moins de 15 ans, alors qu'il est évident lorsqu'on analyse les faits que la position de la défense est différente. La position de la défense, c'est qu'elle essaie de voir quels sont les éléments de preuve présentés par l'accusation et qui seraient à la norme la plus élevée. Ensuite, le fait que la divulgation n'ait pas été faite à temps et qu'il serait un alibi, nous considérons qu'il s'agit en fait
nous considérons que cela ne suffit pas pour déclarer que M. Ntaganda aurait fabriqué quoi que ce soit. Donc, de ce fait, tout ceci, tous les éléments présentés par l'accusation semblent être basés sur l'hypothèse de base selon laquelle c'est à la défense que revient le fardeau de la preuve et la charge de la preuve, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est le contraire. Maintenant, passons au deuxième point, c'est-à-dire l'interprétation correcte des éléments de commission de crime au titre de l'article 23.3a, non, 25.3a, sans prendre l'interprète. Donc, l'UDCC allège que M. Ntaganda aurait commis tous les crimes dans le cadre d'un plan commun auquel qu'il aurait adopté et dans lequel il participait avec d'autres personnes. Donc ça, c'est au paragraphe 1 du document contenant les charges mises à jour. Alors, vous connaissez bien ce paragraphe, bien sûr, mais dans ce plan commun, on mélange des éléments criminels et des éléments non criminels. Alors, pas de problème, c'est autorisé après tout. L'accusation peut parler d'objectifs ultérieurs d'un éventuel plan commun si elle le souhaite. Mais il faut quand même que les choses restent claires. Elles ne le sont pas toujours, malheureusement. Avoir le contrôle militaire et politique d'une région, même par le biais de la force, ce n'est pas un crime international. L'expulsion de civils est un crime international. Le recours au meurtre, à la réduction en esclavage, à la réduction en esclavage sexuel, etc. Ça, en revanche, ce sont des crimes internationaux. Maintenant, à l'article 23, il est écrit « Une personne sera responsable pénalement et concernant tout crime de la compétence de la Cour si cette personne a commis ce crime en tant que personne avec une autre personne ou par le biais d'une autre personne. » Fin de citation. Ensuite, nous avons au 25.3a la responsabilité de la commission qui va au-delà de l'acteur et donc de la personne qui a véritablement commis le crime, donc la personne qui a la hache en main et qui décapite, par exemple, par rapport à là maintenant. On a une possibilité où on peut avoir la hache qu'on tient à deux pour décapiter la personne, voire la hache tenue par quelqu'un d'autre à qui on demande de décapiter. Donc, toutes ces façons de commettre un crime, qui sont assez différentes dans la pratique finalement, sont établies à l'article 25.3 et ne modifient absolument pas la mens rea à propos de la commission du crime. L'article 25.3a ne dit rien à propos de cette mens rea. Il n'y a pas du tout de différents échelons en matière de mens rea. Ce qui veut dire que l'article 32 et l'article 33 s'appliquent de façon égale à toutes les formes de commission que l'on établit dans le cadre de l'article 25.3a. Et là, je pense que nous sommes parfaitement d'accord avec l'accusation sur ces points. Mais là où les choses deviennent plus difficiles, et l'analyse va en être très difficile d'ailleurs, c'est la suivante. Il est assez facile de connaître l'intention criminelle quand quelqu'un prend la hache pour décapiter quelqu'un. Alors que quand c'est quelqu'un qui n'est pas physiquement avec la hache en main qui va commettre le crime, c'est plus difficile, bien sûr, à établir. Il est bien plus difficile d'établir le lien. Mais il faut se souvenir quand même de la mens rea. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas c'est pas un trait de caractère, c'est pas le fait d'être gentil ou méchant. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'on ait une attitude discriminatoire ou que l'on ait des idées discriminatoires. Pas du tout. La mens rea, c'est le but dans lequel la contribution est effectuée, la contribution au crime. Et dans l'article 30, il est écrit l'intention par rapport au 25.3a. Donc,
en relation à une conséquence, que la personne avait voulu provoquer cette conséquence ou savait que dans le cours normal des événements, cette conséquence aurait lieu. Alors, une personne qui souhaite provoquer, facile à comprendre quand même, mais ce qui est plus difficile, c'est savoir si la personne savait que cette conséquence aurait lieu dans le cours ordinaire des choses. Et la jurisprudence en cette matière est déjà assez étoffée ici à la CPI. Et on a toujours utilisé dans ce cadre-là la terminologie d'intention au deuxième degré. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des discussions de vocabulaire, mais ce qui est intéressant, c'est le concept, en fait, et le contenu même de ce concept. Et le contenu de ce concept est compris dans le jugement sur l'article 70 de l'affaire Bemba. Il est écrit « La police directrice au deuxième degré exige que le témoin n'ait pas besoin d'avoir la volonté, l'intention d'effectuer le délit physiquement, mais qu'il sache et qu'il ait connaissance du fait que ces événements seront le résultat plus que probable de ces actions. » Et ensuite, ou omission. Et dernière phrase, l'élément cognitif a plus d'importance que l'élément de volonté, c'est-à-dire le fait que le témoin savait que ses agissements ou ses omissions provoqueraient les conséquences non désirées. Enfin, vous connaissez parfaitement tous ces textes, bien sûr, messieurs et madame les juges, mais je tiens quand même à dire une chose, je ne peux pas m'en empêcher. Quand on lit ce passage, on voit ici que l'on a pris en compte les deux types d'intention directe. Et deuxièmement, la connaissance cognitive qui est considérée comme suffisante est très proche, en fait, de la notion de désir, de volonté. L'accusation, par le passé, n'a pas eu trop de difficultés à se référer à l'article 32B, qui fait référence à l'intention directe, mis à part qu'ils ont peut-être un peu de mal à parler latin. Mais jusqu'à présent, nous considérons, l'accusation semble avoir dit que c'est bien la signification de l'article 32B. Alors, les affirmations ici que nous avons à l'écran viennent de l'arrêt Lubanga. Il s'agit de présentations d'arguments venant du bureau du procureur. Mais l'accusation semblait dire que la Chambre de répressance n'avait pas fait d'erreur de droit. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas appliqué de normes plus basses que ce que vous voyez ici. Et ce qu'a dit l'accusation est particulièrement important pour ce que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les normes appliquées par la Chambre Lubanga sont cohérentes avec l'interprétation même de cette disposition. Donc même dans Lubanga, l'accusation a dit qu'il n'y a pas d'incohérence entre le fait d'utiliser cette terminologie et le contenu même de la terminologie. Et cette norme d'intention s'applique d'ailleurs aux trois types de commissions qui existent dans l'article 25.3a, c'est-à-dire commettre le crime directement, indirectement ou conjointement avec quelqu'un. Donc, il faut quand même que l'intention, la norme pour l'intention, c'est que la personne sache ce qui allait arriver en laissant faire les choses. Et c'est exactement l'utilisation, c'est le langage qu'on a utilisé dans Lubanga, et c'est la même norme qui s'applique dans le cas d'un plan commun allégué ou par le biais duquel se commet la coaction. Mais donc, nous considérons que cette norme doit toujours être évaluée en prenant en compte la référence au but et au dessein criminel et non pas au dessein non criminel.
Et c'est d'ailleurs dans le libellé du paragraphe 1 du document contenant les charges amendées. Donc l'élément de langage ici est absolument essentiel. Après tout, il pourrait y avoir un motif ultérieur, il pourrait y avoir un objectif innocent, il pourrait y avoir toutes sortes de raisons qui expliqueraient pourquoi quelqu'un suit un objectif quelconque. Mais si vous voulez une condamnation, ce qui est absolument nécessaire, c'est qu'il y ait cet élément de criminalité dans le plan commun lui-même. Et il faut que ce soit un élément que partage l'accusé, auquel il adhère parfaitement. Il faut donc qu'il y ait la connaissance cognitive que, en laissant faire les choses, le crime va bel et bien arriver. Donc il n'y a pas de responsabilité. Alors souvent on a tendance à l'oublier, mais on ne peut pas dire qu'une personne est responsable uniquement parce que quelqu'un est associé à d'autres dans le cadre d'un plan qui pourrait éventuellement résulter en crime. Il faut que... Il n'y a pas de responsabilité lorsque les crimes ont vraiment été commis, même si l'accusé a été négligent, même s'il a délibérément pris le risque que des crimes seraient commis et s'est associé quand même à contribuer au plan. Donc, comme je l'ai dit, il faut quand même qu'il y ait cette mens rea, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait l'intention criminelle. Et sinon, s'il n'y a pas d'intention criminelle, il n'y a pas de responsabilité au titre du 25.3a. Donc, il faut être absolument certain, il faut que l'accusé sache et ait connaissance que les événements vont bel et bien arriver, avec certitude. Et cette norme s'applique, pas uniquement pour que vous appliquiez toujours la loi de façon cohérente, c'est pas uniquement parce que c'est une bonne interprétation, une interprétation fidèle de l'article 32, mais c'est surtout parce que cela vous permet, mesdames et messieurs les juges, de ne pas criminaliser ce qui pourrait se passer lors d'un conflit non international. Donc, le fait qu'un mouvement rebelle, par exemple, soit vu par les Nations Unies à un moment ou à un autre comme n'étant pas favorable, le fait qu'il pourrait être vu comme déstabilisateur du gouvernement, le fait que les pays voisins ne soient pas d'accord avec ce groupe ou s'opposent activement avec ce groupe, le fait de dire que ce groupe provoque une instabilité sur le territoire, cela ne doit pas rentrer en ligne de compte dans votre analyse de la mens rea de notre client. Alors le commentaire pourrait être... Le commentaire pourrait être peut-être un peu superflu, mais il faut quand même lire les paragraphes 862 à 962 du mémoire de l'accusation, parce qu'il est très difficile de voir comment l'accusation a établi quoi que ce soit à propos de l'intention criminelle même de M. Ntaganda. M. Ntaganda est allégué comme étant responsable de crimes par le biais de la coaction uniquement. Et donc, il faut que les normes de certitude soient remplies pour chaque catégorie de crime. Par exemple, la certitude qu'il y aura persécution, bien sûr, c'est un standard, c'est une norme qui est plus basse que le meurtre. Et c'est une approche qui a été adoptée au TPY parce qu'elle semblait refléter le droit coutumier international, mais qui a été rejeté en revanche pour ce qui est du Cambodge. Et la jurisprudence, cette jurisprudence de toute façon a été rejetée par l'accusation, l'accusation hier nous a dit qu'elle ne souhaitait pas qu'elle ne souhaitait pas que l'on fasse appel à un dolus eventualis. Donc, nous voudrions que vous interprétiez l'article 30
en gardant à l'esprit le but du statut qui est de mettre un terme à l'impunité. Mais mettre un terme à l'unité, eh bien, il faut que cela exige quand même que l'on applique correctement et honnêtement la loi. Et mettre un terme à l'impunité ne peut pas signifier que l'on va modifier ou simplifier les modes de responsabilité, par exemple, ainsi que la jurisprudence qui a toujours été interprétée de façon à être trop favorable. Donc cela doit être rejeté d'après nous. Et incidemment d'ailleurs, le 25.3D ne donne pas du tout de seuil plus bas de mens rea en matière de responsabilité, puisque là, l'article 25.3D1 définit le seuil de responsabilité comme vous l'avez à l'écran, et vous voyez que pour ce qui est de l'article 33, eh bien, le libellé est pratiquement identique, puisque savoir et en toute connaissance doivent être interprétés de la même façon dans ces deux articles. Mais je suis certain que l'accusation va clarifier ce propos lors de sa réponse. Mais maintenant, passons au troisième point de droit. L'article 74.2 du statut, qui déclare très clairement et sans aucune ambiguïté que toute condamnation ne doit pas aller au-delà des faits et circonstances tels qu'ils sont décrits dans le document contenant des charges et les documents amendés y faisant suite. Or, l'UDCC ne spécifie aucun incident de viol ou de réduction d'esclavage sexuel du moindre enfant soldat vous permettant d'obtenir une condamnation. On n'a pas d'endroit précis, de lieu, on n'a pas de date, on n'a pas de victime, on n'a pas d'auteur non plus. Rien n'est identifié dans le document contenant les charges amendées. En revanche, au paragraphe 100, là, ce qui est reproché à M. Ntaganda, c'est qu'il devrait être responsable de tous les crimes qui ont été commis pendant 16 mois et partout. Alors, ce n'est pas très contraignant. Il n'y a pas ici de portée spatio-temporelle qui avait pourtant été nécessaire et qui n'avait pas été considéré comme étant approprié pour pouvoir avoir un jugement de coupable dans l'affaire Bemba au titre de l'article 74.2. Donc là, les crimes de meurtre, viol et pillage auraient été commis pendant une période de 4 mois et demi sur le territoire total de la RCA et ça n'a pas suffi. Alors, dans Bemba, la Chambre d'appel a déclaré le fait d'énumérer les catégories des crimes reprochés à une personne et en encadrant cela dans une portée spatio-temporelle extrêmement vague ne suffit pas à respecter ce qui est demandé au titre du règlement 52B et donc ne permet pas une application cohérente et utile de l'article 74.2. Nous considérons que tout est applicable ici, surtout pour ce qui est dans les chefs 6 et 9. Alors, vous avez entendu hier des arguments qui étaient les mêmes arguments que ceux qui ont été présentés et rejetés dans l'affaire Bemba. Premier argument que vous avez entendu. Toute erreur de l'UDCC aurait été modifiée et remède aurait été apporté et de ce fait, aucun préjudice. M. Ntaganda ne peut pas se plaindre d'un préjudice, mais là, on semble mélanger à la fois les demandes, les exigences au titre de l'article 74.2 et
les exigences au titre de la notification que l'on trouve à l'article 67.1 et l'article 67.2. Donc, cette distinction et le fait que l'accusation a négligé cette distinction a bel et bien été relevé par la chambre d'appel Bemba. Et au paragraphe 98, on voit que la chambre d'appel a bien remarqué que l'accusation avait présenté toujours le même argument, mais que l'argument n'avait pas été présenté au bon moment et au bon endroit, parce qu'il n'expliquait pas comment la chambre d'appel Bemba devait appliquer correctement l'article 74.2. Donc ça n'a rien à voir finalement avec la notification. Il s'agit de deux points bien différents et de deux raisons bien différentes. Si dans un acte d'accusation il y a des erreurs et qu'il suffit avec une petite notification de réparer les choses, dans ce cas-là, l'article 61 serait bypassé totalement. Si on a eu un acte d'accusation qui est trop vague, en disant bon, on verra bien plus tard quels seront les crimes qui vont être reprochés, ça ne remplit absolument pas les exigences du statut. Et de plus, cela néglige complètement, ça écarte d'ailleurs l'utilisation, la compétence de la chambre préliminaire, puisque la chambre préliminaire est quand même là pour voir et pour voir et pour exercer son contrôle judiciaire sur le contenu des charges retenues contre l'accusé. Ensuite, deuxième argument présenté par l'accusation, au paragraphe 13 de sa réplique, elle semble dire que dans l'arrêt Lubanga, la façon dont les charges doivent être plaidées en l'espèce a été acceptée par cet arrêt. Mais nous considérons que ce n'est pas du tout le cas pour ce qui est des chefs 6 et 9. Et surtout, la chambre d'appel Lubanga a été saisie d'un motif d'appel portant sur la notification au titre du 67.1 et 67.2, et pas du tout au titre du 74.2 qui stipule que la condamnation ne doit pas aller au-delà des faits et circonstances décrits dans le DCC. Donc, dans la question qui a été décidée dans l'appel Bemba n'a pas été soulevée dans l'arrêt Lubanga, ni soulevée, bien sûr, ni explicitée. Troisième argument de l'accusation, l'accusation a dit qu'elle n'avait pas le choix. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était présenter les chefs 6 et 9 de façon très vague. Et dans le paragraphe 13 de sa réponse, elle semble dire que ce flou était nécessaire et indispensable du fait de la nature même des crimes. Mais c'est absolument faux. Des viols sont quand même commis par des personnes bien précises contre des victimes bien précises, à un moment bien précis et d'une façon très précise. Donc, et ces faits et circonstances doivent donc être présentés au titre, comme cela est visé au titre de l'article 74.2, savoir si ces actes ont été commis de façon répétée, pas uniquement, eh bien cela n'empêche pas que l'accusation doit quand même prouver d'une manière ou d'une autre que ces viols ont bel et bien eu lieu. Alors le fait que des viols soient répétés, eh bien, cela n'en fait pas un crime différent d'un autre que l'on a énuméré au statut, comme le viol, ou comme le pillage ou le meurtre. Et d'ailleurs, l'un des crimes, le viol, justement, dans Bemba, est un crime qui n'a pas été suffisamment présenté et suffisamment explicité. Donc, bien qu'il y ait eu énormément de cas de viol qui ont été reproché à M. Bemba, mais la Chambre d'appel a considéré dans l'affaire Bemba que la présentation par l'accusation de ces viols n'a pas été suffisamment précise. Et d'ailleurs, la réduction en esclavage sexuel est exactement ce qu'a plaidé Madame Rabani
dans sa discussion, page 62 à 63, où elle a identifié différents événements comme étant une réduction en esclavage sexuel, en réponse à votre question. Pour ces éléments de crime, il faut que le crime soit réalisé par au moins un événement qui soit un événement de nature sexuelle. Je vous demande 5 minutes de grâce, s'il vous plaît, le président, vous les avez. Maître Gosnell, merci, Monsieur le Président. Le quatrième argument présenté par l'accusation est que pour les chefs 6 et 9 et d'autres chefs également de cette affaire, ils ont été présentés, à l'exception de ce qui avait été énoncé dans Bamba, et je cite, « Cela ne signifie pas que ajouter des actes criminels précis après la confirmation demande en toutes circonstances un amendement ou une modification des charges. Ça, c'est une question en fait qui doit être tranchée en appel. » Fin de la citation. Alors, il faut savoir que le premier aspect de cette formule, puisqu'il s'agit d'une formule qui a été retenue par la Chambre d'appel, et l'utilisation, le recours au terme acte criminel spécifique par opposition aux charges criminelles. La Chambre d'appel, enfin c'est ce que j'avance en tout cas, semble envisager qu'il se peut qu'il y ait des crimes collectifs et que de ce fait, l'on pourrait ajouter des actes spécifiques. Alors, vous savez qu'il y a cette notion du crime d'extermination dans un lieu donné, à un moment donné ou pendant une période de plusieurs jours. Alors, certes, pour ce type de crime, il se peut qu'il soit difficile d'indiquer, d'énoncer dans le DCC tous les détails relatifs aux victimes, aux meurtres, aux tueries, et de toute façon, ce type d'incident ne représente en fait ou font partie des crimes plus importants. Et ce que nous avançons, c'est que il s'agit d'un scénario possible que l'on pourrait envisager, comme cela a été le cas dans l'affaire Bamba. Mais nous disons que ce scénario est extrêmement différent de l'absence totale de la portée temporo-spatiale qui est évidente par rapport au chef 6 et au chef 9, puisque et on ne peut pas indiquer qu'il s'agit de crimes individuels, de crimes spécifiques, et on ne peut pas dire qu'ils se sont passés quelque part pendant une période de quelques 16 mois. Monsieur le Président, bon, je pense que là, c'est une bonne césure, donc avec votre permission, donc je reprendrai demain. Le Président, tout à fait. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors, je pense que nous avons entendu donc la deuxième partie de la plaidoirie de la défense. La défense reprendra la parole demain matin et d'après mes informations, la défense a jusqu'à présent utilisé un peu plus de 3 heures et 5-6 minutes, quelque chose de ce goût-là. Donc, je pense que nous allons pouvoir envisager la fin de la plaidoirie de la défense pendant le premier volet d'audience. Qui va durer 2 heures. Donc, nous allons faire la pause maintenant et nous nous retrouverons demain à 9 h du matin.